Après avoir présenté des éléments de la théorie du système énergétique du corps humain, voyons ce que cela signifie en pratique. Nous savons intuitivement que la vie est un système et lorsque nous intervenons thérapeutiquement, nous devons prendre en compte tous les éléments qui le composent. Ils sont interconnectés et agissent de manière synchrone. Si nous ignorons cette réalité, nous pouvons toujours avoir les surprises mentionnées dans le dicton populaire roumain, où on frappe et où ça craque. Ce proverbe fait référence à des situations où une action entreprise à un certain moment peut provoquer des effets secondaires complètement imprévisibles. Exactement selon le schéma dans lequel une fenêtre est brisée. Mais ce fait s'explique par la loi physique des vases communicants. La pression atmosphérique crée le contexte où, en versant de l'eau dans un récipient, elle sera distribuée également aux autres récipients. Ce n'est pas par hasard que j'ai utilisé une loi de la physique pour suggérer ce qui se passe dans la dynamique de l'énergie. Depuis les temps anciens, l'eau était symboliquement associée à l'énergie consciente, au divin. Mais l'eau est en fait un élément de soutien de la force vitale, de la vie elle-même. Et il semble qu'en plus de sa capacité énergétique, elle est aussi de l'intelligence. C'est-à-dire que l'eau stocke et transporte des informations, constituant ainsi un cadre pour soutenir la conscience. C'est pourquoi dans le Rig Veda, le plus ancien livre de l'humanité, Sarasvati, la déesse des eaux est aussi la déesse de la connaissance qui soutient le processus créatif. Voici des arguments pour le fait que la thérapie doit également prendre en compte le système de personnalité humaine et le contexte dans lequel il se situe. Mais en pratique, nous nous rapportons immédiatement à ce qui est vu, à ce que nous ressentons immédiatement, c'est-à-dire aux symptômes. La médecine occidentale, marquée par le paradigme mécaniste, dont les idées sont toujours d'actualité et ont encore un grand pouvoir de fonctionnement, a coupé le symptôme de son contexte, lui accordant une attention exclusive et instituant des pratiques pour l'éliminer de manière agressive. Bien entendu, l'objectif des sciences occidentales est de trouver des traitements qui fonctionnent avec précision. Mais le corps humain a été traité comme un objet, l'élément de conscience étant placé quelque part à la périphérie de l'acte médical. En outre, les techniques de traitement se révèlent abusives du point de vue énergétique, qui implique le maintien de l'harmonie et de l'unité. Les médicaments allopathiques, par leur action agressive, perturbent la circulation naturelle des énergies. Ils guérissent souvent le symptôme, mais ne traitent pas la cause. Et puis, lorsqu'un symptôme disparaît, d'autres apparaissent, comme dans le système des vases communicants. Poussez l'eau d'un récipient vers le bas et elle se dirige vers l'autre récipient. Mais un symptôme exprime toujours un problème de tout le système. Habituellement, il exprime une déficience du système et élimine ses pulsions négatives. Il est précisément la soupape de décharge par laquelle l'harmonie et l'équilibre de l'ensemble sont sauvés. C'est pourquoi on dit qu'une maladie est une chance d'évolution spirituelle. La médecine orientale du système énergétique du corps humain est très différente de la science occidentale actuelle. Le symptôme est traité simultanément avec tout le corps. Le diagnostic que font les orientaux ne se réfère pas strictement aux symptômes, mais à l'état général du corps. Le même symptôme peut en fait exprimer différentes maladies, et cela dépend de l'état du corps dans son ensemble. En fait, ce type de traitement implique également l'intégration de la vie spirituelle. Et cela dépend déjà des spécificités culturelles de la communauté. Là vient un sérieux problème quand on veut s'approprier leur technique énergétique. En traitant certains symptômes du corps, ils prouvent leur efficacité. C'est pourquoi j'ai eu des collègues médecins qui pratiquaient l'acupuncture. Mais des limites surgissent inévitablement. Même les techniques énergétiques utilisées uniquement pour soigner le corps produiront les effets que l'expression « où on frappe et où ça craque » fera remonter à la surface la loi naturelle des interconnexions. Une technique qui cherche uniquement à stimuler le champ énergétique peut produire une guérison physique,
mais elle peut déclencher des symptômes psychologiques ou relationnels. J'ai eu un patient qui avait été traité par un maître chinois pour des problèmes physiques assez graves. Lorsque nous nous sommes rencontrés, ses problèmes physiques étaient sous contrôle, le traitement par l'acupuncture fonctionnait très bien, mais il souffrait d'une grave dépression. En fait, quelque chose de spectaculaire s'est produit dans sa vie professionnelle après que le traitement d'acupuncture ait stoppé la progression de la maladie physique. Il était le procureur en chef de la région, mais il a accepté des pots de vin et a été arrêté et jugé. En travaillant avec l'EFT, nous sommes très rapidement arrivés au cœur du problème. Le jour de notre séance où je lui annonçais que nous avions trouvé la cognition qui génère la dépression, sa femme a téléphoné. Elle avait senti le changement vibratoire de son mari. J'étais habituée à de tels phénomènes, car c'est arrivé plusieurs fois qu'une personne importante pour mon patient l'appelle au téléphone au moment exact où nous parlions d'elle et du fait que mon patient avait l'intention de changer quelque chose dans leur relation. Après cette séance, bien sûr, j'ai compris quel était le vrai problème de leur relation. Fait intéressant, sa femme a facilité sa relation avec ceux qui l'ont soudoyée. Elle était la médiatrice entre eux. En fait, même involontairement, ils m'ont déjà donné quelques informations sur leur relation. Au fur et à mesure que j'essayais de travailler avec lui et que nous avancions, sa femme a ressenti le besoin de me donner des informations sur la façon dont elle avait été traitée auparavant. Dès le début de cette relation, elle a été mise en infériorité. J'ai eu l'impression que maintenant elle se venge et cela lui convient qu'il souffre et qu'elle puisse l'aider. C'est-à-dire lui montrer qu'elle est forte et importante. C'était l'enjeu spirituel de cette situation. Je n'avais pas le droit de travailler davantage sur la fonction de la maladie et d'en éliminer les causes spirituelles profondes, car cela aurait probablement modifié la structure de leur relation, à laquelle ils étaient habitués d'ailleurs. Sa femme a eu l'idée de faire une thérapie pour elle-même, mais a aussitôt décidé de ne pas continuer. J'en ai été soulagée, car j'avais accepté de travailler individuellement avec un patient, mais il lui fallait une psychothérapie de couple qu'il n'était pas capable de s'assumer à ce moment-là. Voici un nouvel exemple qui montre que les aspects de notre vie sont organisés sous forme de système et que si un élément est déplacé, tout le système bouge. En psychothérapie, cela est pris en compte. Afin de guérir un symptôme, sa fonction est recherchée. La fonction du symptôme est toujours positive, dans le sens où il est destiné à maintenir l'harmonie générale du système. C'est ainsi que des enfants apparaissent dans le rôle de bouc émissaire dans certaines familles. Parce que la famille est un système en soi. Si les parents sont en conflit, l'enfant se montre surexcité, bruyant ou même tombe malade. En fait, il décharge les impulsions négatives du système dont il fait partie. Dans une telle situation, le conflit doit être résolu. Je dois les garder ensemble. M'a confié un garçon de 10 ans souffrant de douleurs à l'estomac pour lesquelles les médecins n'avaient trouvé aucune cause. Sa douleur était un instrument pour contrôler la situation créée par le conflit entre ses parents. Mon mérite dans ce cas a été d'avoir aidé à clarifier la cause. La mère avait compris ce qui se passait, et les parents avaient conduit le petit héros à renoncer à ses prétentions ou contrôle, ce qui l'a rendu malade. J'ai travaillé séparément avec la mère, car elle était disposée à modifier son comportement, et, bien sûr, quelque chose a changé dans le mode de communication du couple. En thérapie individuelle, la même chose se produit. On commence par un symptôme puis d'autres apparaissent qui révèlent le problème dans son intégralité. Par exemple, une étudiante en psychologie est venue en thérapie pour éliminer l'habitude de se ronger les ongles. On a rapidement éliminé cela avec un peu de prise de conscience et quelques techniques comportementales assez superficielles. Mais la fonction du symptôme était de décharger les impulsions négatives liées à l'estime de soi.
Et ceux-ci ont commencé à se manifester sous d'autres formes, notamment à travers les pensées. Le fait qu'elle ait commencé à verbaliser ses sentiments négatifs était un progrès évident. Elle savait déjà de quoi il s'agissait. Et pour ça, elle a continué la thérapie pendant 1 an et demi en travaillant sur les problèmes de l'enfance et même sur les problèmes transgénérationnels de sa famille. C'est ça le jeu thérapeutique. On part de ce qui est visible et puis nous continuons comme si nous enlevons les feuilles d'un chou, jusqu'à ce que nous atteignions le noyau. Lorsque j'ai présenté les chakras, j'ai dit qu'en analysant la façon dont les énergies des chakras sont activées, nous pouvons déduire l'histoire du développement individuel. Fondamentalement, il s'agit d'un schéma qu'un spécialiste peut déchiffrer assez facilement et l'aide à s'orienter vers les causes d'un problème. La partie pratique de ce schéma qui définit les âges du développement est que, dans le cadre de la psychothérapie, pour résoudre un blocage, on doit déterminer l'âge auquel il s'est produit. Un conflit intrapsychique bloque le processus de développement, et la personne a tendance à se comporter comme à l'âge où le conflit est né. Et cela crée des problèmes d'adaptation dans les relations humaines. Une analyse personnelle est un processus lent. Par exemple, une analyse brève nécessite 2 ans, et il est bon de le faire avec un spécialiste du domaine, mais cela dépend aussi de la technique thérapeutique choisie. Une psychanalyse prend beaucoup plus de temps, alors qu'une analyse avec un thérapeute utilisant une technique cognitive comportementale associée à l'EFT peut produire des résultats significatifs après 6 mois à condition que le patient soit motivé et travaille seul tous les jours. L'EFT est une technique très simple, et n'importe qui peut la pratiquer seul, mais il faut travailler sur de petits éléments spécifiques. La rencontre avec le thérapeute se focalise alors sur les points clés des problèmes. Essentiellement, le schéma d'une analyse personnelle répond aux questions suivantes. 1. Qui es-tu? Que penses-tu de toi et que penses-tu du monde? 2. Comment vas-tu? Quel genre d'attitude as-tu? Quelles sont les ressources sur lesquelles tu comptes? 3. Que peux-tu faire? Dans quel genre de relation es-tu intégré? Quel rôle joues-tu dans le système relationnel dans lequel tu te trouves? 4. Où es-tu? Dans quelle position es-tu? Quelle est ton attitude? Quelles sont tes perspectives? Que comptes-tu faire? Quels sont tes objectifs? Et comment penses-tu pouvoir le faire? 5. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes croyances? Comment est ton discours? Pourquoi et comment communiques-tu avec le monde? Quel genre de réponse obtiens-tu? 6. Comment fais-tu tes choix? Comment prends-tu tes décisions? Que fais-tu? Comment agis-tu? Que donnes-tu au monde et qu'en obtiens-tu? 7. Quel est ton degré de satisfaction? Quel est le sens de ce que tu fais? Quel est le sens de ta propre évaluation et de ta propre confirmation? Ces questions peuvent t'aider à se connecter à soi-même, tel qu'on est en réalité. Notons qu'il y a 7 groupes de questions. Je les ai formulées en référence aux archétypes des 7 chakras, qui expriment différentes caractéristiques spécifiques à la personnalité humaine. Tu peux essayer une analyse personnelle basée sur ces questions. Elles ont sûrement la capacité de te mener aux aspects essentiels de ton être et peuvent t'aider à découvrir les caractéristiques de ton propre sens. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention sur le pouvoir de stimulation de la question. Au cours de discussions amicales sur divers sujets, on me disait souvent « Tu devrais le savoir, car tu es psychologue ». À quoi je répondais que je suis une si bonne psychologue que je me permets d'admettre que je ne sais rien d'une nouvelle situation qui m'apparaît. Je pose seulement des questions. La question est un outil extrêmement puissant de l'intelligence, qu'elle utilise pour ouvrir le chemin de la connaissance. C'est un véritable art de poser des questions et d'être prêt à en recevoir les réponses.
Cela peut éviter la tentation d'interprétation préconçue qui crée des schémas de pensée et qui bloque le contact avec la nouvelle réalité telle qu'elle est. La question déplace les énergies, mais suggère en même temps une certaine direction. Si elle est bien formulée, elle contient déjà le potentiel de la réponse attendue, tout en lui laissant la liberté de la forme dans laquelle elle se présentera. Qui, comment, quoi, que, comment, où, combien, etc. Ce sont de petits mots, mais qu'ils ont le pouvoir d'ouvrir de nouvelles perspectives.